déco incroyables. Je vais revenir le texte de dernière fois Police, Kaiserzeit Gothisch. Je m'excuse pour le nom. L'état avancé de fermentation gélatineuse de la couverture présageait du pire, mais ma curiosité n'y résista pas. Si le prospectus qui s'en échappait semblait dater de Mathusalem, il m'invitait pourtant à me rendre cette nuit même à la réunion des adorateurs de Nyarlathotep. Déjà, mes pieds me guidaient vers une porte de service à un inquiétant écriteau interdit au public. Je fis fi de l'angoisse qui naissait en moi et descendis pas à pas vers la source de mon effroi. Mais si vous ne l'avez pas, on retrouve 30 points aussi. Le prochain, voilà, alors là, celui-là, ça sort tout droit de la tête de Lovecraft. Du coup, c'était Nyarlathotep. Avec le petit H bien placé après le T. C'est clairement inspiré par les dieux égyptiens, peut-être. Voilà. Le prochain. Hop. Alors le prochain c'était Je fifi de l'angoisse. Voilà, oh, c'était juste une petite blague. On a un pronom personnel pour le jeu, un verbe au passé simple pour le fi, une interjection pour le fi. Voilà. C'était pas fifi pharmacie. Le prochain. Par la suite. Il y a une erreur. Ouais. Alors le prochain c'est pas ça. Bon, c'est pas grave, celui-là. On passe. Ah oui. Celui-là, en fait, vous avez peut-être remarqué une répétition. Également basé sur un jeu de mots. Je fifi de l'angoisse qui naissait en moi et descendait pas à pas vers la source de mon effroi, le premier. Me retrouvant alors au seuil des caves, l'odeur fade humide de salpêtre vint à chaque capillaire de mon effroi. Je pense que personne ne s'en est sorti là. Alors du coup, on retranche 10 000 à tout le monde. Et nous voilà arrivés à la fin. Merci beaucoup d'avoir participé à cette dictée. J'espère que vous êtes en dessous de moins de 10 000 points. Merci aux collègues. Tellement dépourvu de nuages qu'il me semblait presque noir, comme s'il reflétait le marais d'encre où j'étais plongée. Tout en me hissant dans mon bateau, je me rendis compte qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule explication à ma situation. Une éruption volcanique d'une force exceptionnelle avait dû faire remonter à la surface de l'océan une portion de son plancher, exposant ainsi des régions restées cachées pendant plusieurs millions d'années sous d'insondables profondeurs aquatiques. La nouvelle terre qui avait surgi à mes pieds était d'une étendue telle que, même en tendant l'oreille, je n'entendais pas le moindre bruit de vague. Et pas un oiseau de mer ne venait se repaître de tous ces cadavres. Plusieurs heures durant, je demeurais assis, à réfléchir ou à me morfondre dans la bande d'ombre étroite que me procurait mon embarcation couchée sur le côté, tandis que, dans les cieux, le soleil traçait son sillon. À mesure que le jour avançait, la boue devenait moins pégueuse et semblait devoir être bientôt suffisamment sèche pour supporter le poids de mon corps. Sismique dans le Pacifique, et je ne jugeais pas nécessaire d'insister sur ce point, sachant qu'il refuserait d'y croire. Un jour, j'entrai en relation avec un célèbre ethnologue que mes singulières questions en rapport avec Dagon, le dieu poisson des antiques légendes philistines, amusèrent beaucoup. Je m'aperçus très vite que ce savant était désespérément conventionnel et ne l'interrogeais pas plus avant. C'est la nuit, surtout quand la lune gibbeuse décline, que je vois les choses. J'ai bien essayé la morphine, mais la drogue ne m'a apporté qu'un léger sursis. Pire, elle m'a pris en sa serre et a fait de moi son esclave éternel.
C'est pourquoi j'ai décidé d'en finir. Maintenant que j'ai terminé ce récit qui servira ou bien à instruire, ou bien à déchaîner les rires moqueurs de mes contemporains. Je me demande souvent si tout cela ne relève pas simplement d'un délire, fruit d'un accès de fièvre qui m'aurait saisi alors que je gisais sous un soleil de plomb au fond de la coque de noix à bord de laquelle j'avais échappé au navire de guerre allemand. Mais chaque fois que je me le demande, cette vision surgit devant moi, abominablement précise pour me répondre. Je ne pense jamais aux profondeurs océanes sans revoir en frémissant ces créatures innommables qui se traînent et pataugent en ce moment même dans leur lit de base, adorant leurs vieilles idoles de pierre et gravant leur propre détestable image sur des obélisques de granit sous-marin. Je songe au jour où ces créatures pourraient surgir des flots pour y entraîner dans leurs griffes nauséabondes les restes d'une humanité chétive et épuisée par la guerre. Au jour où les terres sombreront et où le noir fond des océans remontera pour émerger dans un monde livré au chaos universel. La fin est proche. J'entends un bruit à la porte, comme si quelque immense corps visqueux cherchait à l'enfoncer. Elle ne me trouvera pas. Oh mon Dieu, cette main! La fenêtre! La fenêtre! Calme, les collines sont sauvages, et les bois touffus des vallées n'ont jamais connu la morsure de la hache. Il est d'étroits vallons sombres où les arbres sont incroyablement inclinés, et où de minces ruisselets coulent, qui n'ont jamais reflété l'éclat du soleil. Là où les pentes sont plus douces, d'antiques fermes branlantes, aux chaumières moussues et trapues, ruminent sans fin les vieux secrets de la Nouvelle-Angleterre. À l'abri de hautes saillies rocheuses, toutes sont désertes désormais, et leurs grandes cheminées tombent en ruine. Les anciens sont partis, et les étrangers n'aiment pas vivre là. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit qu'on puisse voir, entendre ou toucher. C'est plutôt une question d'imagination. Cet endroit n'est pas bon pour une imagination, et les rêves qu'on y fait la nuit n'ont rien de reposant. Sujet de contes des cités oubliées d'Orphir et de Mouret. Il est du sang des rois de la jungle, l'héritier des secrets de l'Afrique, sinistre et antédiluvienne. Il connaît le langage du sphinx dont il est cousin, mais il est plus ancien que lui et il se souvient de ce que le sphinx a oublié. À Ultar, bien avant que les bourgeois interdisent de tuer les chats, vivait un vieux paysan et sa femme qui adoraient prendre au piège les chats de leurs voisins pour les tuer. J'ignore pourquoi ils agissaient ainsi, mais il est vrai que bien des gens détestent entendre les chats miauler la nuit et ne supportent pas leur vagabondage furtif dans les cours et les jardins au crépuscule. Quoi qu'il en soit, ces deux vieux prenaient un malin plaisir à capturer et à tuer tous les chats qui s'approchaient de leur masure. On entendait de tels bruits la nuit que bien des villageois se demandaient de quelle abominable manière ces chats étaient tués. Mais les visages fripés des deux vieux étaient si horribles à voir, et leurs taudis au fond d'une cour immonde si petits et si bien dissimulés par de grands chênes que les villageois n'osaient pas aborder ces sujets avec eux. À vrai dire, ceux qui avaient des chats avaient beau détester ces deux vieillards, ils les redoutaient encore plus. Et au lieu de les punir comme les assassins brutaux qu'ils étaient, c'est tout juste s'ils prenaient la peine d'empêcher leur matou minou adoré de s'aventurer trop près de la masure, là-bas, sous les arbres noirs. Quand par malheur un chat disparaissait et que des bruits bizarres déchiraient la nuit, son maître se contentait de se lamenter, impuissant, ou se consolait en remerciant le sort que le disparu n'ait pas été l'un de ses enfants. Car les habitants d'Ultar étaient des gens simples, et ils ne savaient rien des origines des chats. Un jour, une étrange caravane pénétra dans les étroites rues pavées d'Ultar. Ces voyageurs venus du sud avaient la peau basanée, et ne ressemblaient pas aux autres peuples itinérants qui traversaient le village 2 fois par an. Ils s'installèrent sur la place du marché, où ils dirent la bonne aventure en échange de quelques piécettes d'argent et achetèrent des colliers de perles colorées. De quelle contrée étaient-ils originaires? Nul n'aurait su le dire, mais tout le monde remarqua qu'ils avaient une curieuse façon de prier et que les flancs de leurs roulottes étaient couverts de fresques étranges représentant des corps humains avec des têtes de chats, de faucons, de béliers ou de lions.
En outre, leur chef arborait une coiffe constituée d'une paire de cornes entourant un drôle de disque. Dans cette singulière caravane vivait un petit garçon qui n'avait ni père ni mère, mais seulement un petit chat noir qu'il adorait. La peste n'avait pas épargné les siens, mais elle lui avait tout de même laissé cette petite boule de fourrure pour apaiser son chagrin. Quand on est très jeune, on peut trouver beaucoup de réconfort à regarder les cabrioles d'un petit chat noir débordant de vie. Aussi, ce petit garçon que les voyageurs basanés appelaient Ménès, souriait-il plus souvent qu'il ne pleurait quand il s'asseyait avec son gracieux minou sur les marches d'une de ces roulottes curieusement décorées. Le troisième matin du séjour des voyageurs à Ultar, Ménès ne trouva plus son chaton. Le voyant pleurer à chaudes larmes sur la place du marché, quelques villageois lui parlèrent du vieil homme et de sa femme et des bruits qu'on entendait la nuit. Après les avoir écoutés, le garçon sécha ses larmes, médita et pria. Il tendit les bras vers le soleil et pria dans une langue qu'aucun villageois ne comprit, même si aucun n'essaya vraiment de la comprendre. Leur attention était trop accaparée par les étranges formes que les nuages adoptaient dans le ciel. C'était très particulier. Tandis que le petit garçon priait, les nuages semblaient prendre des formes nébuleuses et troubles de créatures exotiques, des batibrides couronnées d'un disque entouré de cornes. La nature est riche de telles illusions propres à impressionner ceux qui ont trop d'imagination. Cette nuit-là, les voyageurs quittèrent Ultar, où on ne les revit jamais. Et les habitants s'inquiétèrent, parce qu'on ne voyait plus un seul chat dans tout le village. Pas un seul foyer dont l'animal familier n'ait disparu. Des chats petits et grands, des noirs, des gris, des tigrés, des jaunes, des blancs. Le vieux Kranan, le bourgmestre, convaincu que le peuple à la Beaubasanée avait emporté tous les chats pour venger la mort du chaton de Ménès, maudit la caravane et le petit garçon. Ménite, le notaire Maigrelet, déclara que le vieux paysan et sa femme faisaient le meilleur suspect, car ils étaient connus pour haïr les chats et les haïssaient chaque jour un peu plus. Cependant, personne n'osa aller se plaindre auprès de l'horrible couple, même quand le petit Attal, le fils de l'aubergiste, jura avoir vu les chats d'Ultar se réunir au crépuscule, sous les arbres de cette cour maudite, où ils avaient, sous la conduite de deux d'entre eux, encerclé la masure avec lenteur et solennité, comme s'ils accomplissaient un mystérieux rituel animal. Le villageois ne savait trop quel crédit accorder au témoignage d'un si petit garçon. Aussi préférèrent-ils ne pas accuser les deux vieux tant qu'ils resteraient dans leur course sinistre et répugnante, même s'ils redoutaient que le couple maléfique n'ait envoûté leur chat pour les tuer. Ultar partit donc se coucher sans avoir apaisé sa colère. Le monstre sur le seuil. Il est vrai que j'ai logé 6 balles dans la tête de mon meilleur ami. Et pourtant, j'espère montrer par le présent témoignage que je ne suis pas son meurtrier. D'abord, on dira que je suis fou. Plus fou encore que l'homme sur lequel j'ai tiré dans sa cellule de l'asile d'Arkham. Et puis, certains de mes lecteurs examineront chaque déclaration, les rapprocheront des faits connus et se demanderont comment j'aurais pu croire autre chose alors que j'avais en face de moi la preuve que toute cette horreur était vraie. Ce monstre sur le seuil. J'ai connu Edward Pickman d'Herbie toute sa vie. De 8 ans mon cadet, il était si précoce que nous eûmes énormément de points communs dès qu'il eut 8 ans et moi 16. C'était un enfant prodige, le plus impressionnant que j'eusse jamais connu. À 7 ans, il écrivait déjà des vers d'inspiration fantastique, macabres, voire morbides, qui stupéfiaient ses précepteurs. Il n'est pas impossible que son éducation à domicile et sa solitude dorée aient contribué à son épanouissement précoce. Enfant unique, il souffrait de nombreux problèmes de santé qui inquiétaient beaucoup ses parents qu'il adorait, si bien qu'ils décidèrent de le garder étroitement enchaîné à leur côté. Edward ne fut jamais autorisé à sortir sans sa nurse et il avait rarement l'occasion de jouer sans contrainte avec d'autres enfants. Tout cela
favorisa sûrement chez ce jeune garçon une vie intérieure étrange et secrète, avec l'imagination comme seul échappatoire. À la base de notre amour commun pour les ombres et le merveilleux se trouvaient assurément les vieilles pierres branlantes et vaguement redoutables de la ville où nous habitions, Arkham. Maudite par les sorcières, hantée par les légendes, et dont les toits en croupe croulant, blottis les uns contre les autres, et les balustrades vermoulues de l'époque géorgienne, ressassaient le poids des ans sur les rives de la sombre et murmurante Miskatonic. Cependant, pour tout ce qui concernait l'autonomie ou la vie pratique, Derby souffrait d'un retard considérable à cause de son existence confortable et douillette. Sa santé s'était améliorée, mais ses habitudes d'enfant incapable de faire quoi que ce soit sans les autres étaient entretenues par des parents surprotecteurs, si bien qu'il ne voyageait jamais seul, ne prenait jamais aucune décision personnelle et n'assumait jamais la moindre responsabilité. On s'aperçut très vite qu'il n'était pas de taille à lutter dans l'arène du monde des affaires ou professionnelles, mais la fortune familiale était suffisamment importante pour que cela ne tourne pas à la catastrophe. Ses talents de poète, dans la lignée de Poe, s'orientèrent de plus en plus vers un style décadent, tandis que d'autres sensibilités et aspirations artistiques commencèrent de s'éveiller en lui. À cette époque, nous avions souvent de grandes discussions. J'avais fait Harvard, j'avais étudié dans un cabinet d'architectes de Boston, je m'étais mariée, et j'avais fini par revenir à Arkham pour y exercer ma profession, m'installant dans la propriété que ma famille possédait à Salton Street, maintenant que mon père était parti vivre en Floride pour raisons de santé. Édouard nous rendait visite presque tous les soirs, au point que j'en vins à le considérer comme faisant partie de la maisonnée. Il avait une façon bien à lui de sonner à la porte ou de manier le heurtoir, qui finit par devenir un véritable signal codé entre nous deux, de telle sorte qu'après le dîner, je tendais toujours l'oreille pour essayer d'entendre les si familiers 3 petits coups, bref, suivis de 2 autres après une courte pause. Derby étudia à Miskatonic University, à Arkham, car ses parents ne voulaient pas l'envoyer en pension loin de chez eux. Il y entra à l'âge de 16 ans et en sortit 3 ans plus tard, diplômé en littérature anglaise et française. Il fréquenta très peu les autres étudiants. En revanche, ce à quoi il s'employa, ce fut à devenir un adepte presque fanatique de ces mystérieuses traditions occultes qui valaient, et valent encore, à la bibliothèque de Miskatonic d'être connu dans le monde entier. Lui, qui s'était jusque-là contenté d'effleurer la surface du fantastique et de l'étrange, plongeait désormais dans les profondeurs des runes et des énigmes, léguées par un passé fabuleux pour guider ou dérouter la postérité. Il lut notamment l'effroyable livre d'Eibon, le Hunansprechlichen Kulten de von Jungst, ainsi que le Necronomicon, l'ouvrage interdit de l'arabe fou Abdul al-Azred. Mais il se garda bien d'en souffler mot à ses parents. Edward avait 20 ans à la naissance de mon seul et unique enfant, et il parut ravi que je le nomme le nouveau-né Edward Derby Hutton, en son honneur. Et d'elle, quelque chose qui lui aliénait la sympathie des personnes les plus impressionnables. Cependant, si la plupart des gens l'évitaient, c'était surtout à cause de ses origines et des propos qu'elle tenait. Elle appartenait à la famille des White d'Innsmouth, et cela faisait déjà plusieurs générations qu'on ne comptait plus les sombres légendes qui ne cessaient de s'accumuler sur cette ville en ruine, à moitié abandonnée, et ses habitants. Certaines rumeurs courent au sujet d'horribles marchés conclus aux alentours de 1850 et d'une étrange composante pas tout à fait humaine pour les vieilles familles du port de pêche d'Ekati. Des histoires comme seuls les vieux Yankees d'autrefois savent en imaginer et les répéter avec le cérémonial adéquat. Le cas d'Aznat se trouvait aggravé par le fait qu'elle était la fille d'Ephraim Waite. Il l'avait eue alors qu'il était déjà vieux.
avec une mystérieuse épouse qui sortait toujours voilée. Ephraim habitait un manoir à moitié croulant, 6 sur Washington Street, à Innsmouth, et les rares personnes qui avaient vu sa demeure, les gens d'Arkham évitant autant que possible de se rendre à Innsmouth, avaient déclaré que les fenêtres du grenier étaient toujours condamnées et que des sons étranges s'en échappaient parfois à la tombée de la nuit. Le vieil homme avait la réputation d'avoir été jadis un prodigieux apprenti magicien, et à en croire la légende, il était capable de déchaîner ou de calmer à son gré les tempêtes en mer. Je l'avais déjà croisé à 1 ou 2 reprises quand j'étais jeune, à Arkham, alors qu'il venait consulter certains ouvrages interdits à la bibliothèque de l'université. J'avais aussitôt détesté son visage saturnien, carnassier, avec son fouillis de barbe gris-fer. Il était mort fou, dans des circonstances mystérieuses, juste avant que sa fille n'entre au lycée Old School. Mais tout cela n'avait pas empêché Aznath d'avoir le temps d'étudier auprès de lui. Elle était une élève dotée d'un féroce appétit de savoir et ressemblait parfois diaboliquement à son père. L'ami dont la fille était allée à l'école avec Aznath Waite raconta plusieurs anecdotes assez étranges quand la rumeur qu'Edward fréquentait Aznath commença de circuler. À l'en croire, Aznath aimait bien se faire passer pour une sorte de magicienne dans leur école, et elle semblait en effet réellement capable d'accomplir des prodiges fort déconcertants. Elle prétendait commander aux orages, même si ses quelques succès notables furent la plupart du temps attribués à un troublant don de divination. Les animaux lui vouaient une haine farouche, et elle pouvait, d'un simple geste de la main, obliger n'importe quel chien à hurler. De temps à autre, il lui arrivait de s'exprimer dans des termes tout à fait étonnants et de témoigner de bribes de savoir fort choquantes pour une jeune fille de son âge, ou bien encore d'effrayer ses camarades de classe par des œillades et des clins d'œil équivoques. Dans l'ensemble, elle semblait vivre cette situation avec une ironie aussi obscène qu'exubérante. Plus déroutant cependant étaient les exemples irréfutables de son influence sur les autres. Elle était, sans l'ombre d'un doute, une véritable hypnotiseuse. Il lui suffisait de fixer des yeux l'une de ses camarades en particulier pour que celle-ci ait la nette impression de subir un échange de personnalités, comme si la fillette se retrouvait momentanément placée dans le corps de la magicienne et pouvait contempler, à l'autre bout de la pièce, son propre corps, dont les yeux saillaient et brillaient comme ceux d'un extraterrestre. Aznath faisait souvent toutes sortes de déclarations extravagantes sur la nature de la conscience et sur le fait que celle-ci n'était pas entravée par le corps physique, ou en tout cas qu'elle n'était pas assujettie aux processus vitaux de l'organisme. Mais ce qui la rendait folle de rage surtout, c'était de n'être pas un homme, car elle était convaincue qu'un cerveau masculin était doté de certains pouvoirs cosmiques uniques, capables de s'exercer sur de longues distances. Avec un cerveau d'homme, déclarait-elle, elle pourrait non pas simplement égaler son père, mais le surpasser dans la maîtrise des forces inconnues. Edward rencontra Aznath au cours d'une réunion de l'intelligentsia universitaire, dans une chambre d'étudiants, et il fut incapable de me parler de quoi que ce soit d'autre quand il me rendit visite le lendemain. Il l'avait trouvé fasciné par les mêmes centres d'intérêt et genres de savoir que lui. En outre, il était éperdument subjugué par prononçant le nom de cette ville, et mettait la dernière touche aux travaux de restauration de leur manoir et du domaine de Crowningshield. La maison d'Aznath, à Innsmouth, était un endroit assez inquiétant, mais qui n'en recelait pas moins certains objets qu'Edward avait trouvés riches d'enseignements singuliers. Sous la houlette d'Aznath, il progressait rapidement dans l'étude des sciences occultes. Certaines des expériences qu'elle lui proposait de réaliser étaient aussi audacieuses que radicales. Il ne se sentait pas autorisé à me les décrire, mais il avait toute confiance dans les pouvoirs et dans les intentions de sa jeune épouse. Cela dit, les 3 domestiques étaient très bizarres. Au cours des 2 années qui suivirent, je vis de moins en moins d'envie. C'est au bout d'1 an que les gens commencèrent à parler de changements chez Edward. Il ne s'agissait que de remarques anonymes, car ces changements étaient purement psychologiques. Mais elles n'en soulevaient pas moins des interrogations plus profondes. On avait parfois l'impression qu'Edward arborait une expression et avait un comportement totalement incompatible avec sa nature nonchalante habituelle. Ainsi, alors qu'autrefois il ne savait pas conduire, il arrivait désormais qu'on le voit remonter ou descendre à toute allure l'allée de Crowningshield, au volant de la puissante Packard d'Aznath, qu'il pilotait de main de maître, et affronter les embouteillages avec un savoir-faire et une détermination tout à fait étrangers à sa nature ordinaire. Dans ces cas-là, il semblait toujours sur le point de partir ou de revenir de voyage.
Quelle sorte de voyage, nul ne le savait, même s'il paraissait avoir une prédilection particulière pour la route d'Innsmouth. Curieusement, cette métamorphose n'avait rien de plaisant. Les gens disaient que, dans ces moments-là, il ressemblait beaucoup trop à sa femme, ou au vieil Ephraim White lui-même. Mais peut-être ces changements ne paraissaient-ils anormaux que parce qu'ils étaient rarissimes. Parfois, plusieurs heures après avoir pris la route dans cet état-là, Edward revenait chez lui, mollement étendu sur la banquette arrière de sa voiture, tandis qu'un chauffeur ou un mécanicien manifestement engagé pour cette occasion conduisait à sa place. Par ailleurs, lorsqu'il sortait en ville pour aller faire le tour de son cercle de plus en plus réduit de relations, et qui incluait, je dois le dire, les visites qu'il me rendait, il redevenait le vieil Edward d'autrefois, indécis, avec un air d'irresponsabilité juvénile encore plus accentué que par le passé. Alors que le visage d'Asnath vieillissait, celui d'Edward, en dehors de ses transformations exceptionnelles, se relâchait pour adopter une expression d'immaturité exagérée, sauf lorsqu'il était traversé par ce nouveau voile de tristesse ou de compréhension. C'était franchement déconcertant.